Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Dans le vif du sujet avec Anis Moraï, tous les mercredis matins jusqu'à 9h. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors, depuis dimanche, un grand événement qu'on a vécu tous ensemble, les premières élections, on va dire, les premières élections libres, transparentes et intègres. En Tunisie. C'est un moment historique. Et les résultats, chaque jour, on voit un changement par rapport aux résultats. Hier, c'était les résultats, on va dire... préliminaires. Il va pas y avoir un grand changement, n'est-ce pas Anis, par rapport aux résultats? Par rapport aux résultats, non, il va pas y avoir de grands changements. Maintenant, toute la question est par rapport aux recours. Les recours qui sont ouverts à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours encore. Ces recours-là, c'est très important de parler de ces recours dans la mesure où ils vont déterminer la date du deuxième tour. Là, pas mal donc de personnes ne comprennent pas pourquoi les dates peuvent changer. J'explique juste un petit fait qui est très intéressant à saisir, c'est que c'est une question de date. Finalement, si il n'y a aucun recours qui va être intenté, lorsque je parle de recours, venant de tous les partis, de tous les candidats, tous les candidats, éventuellement celui qui a intérêt donc à et qualité surtout, donc à intenter un recours. L'on pourrait aller pour la date du 14 décembre prochain, voire le 21. L'ISI aura la latitude de choisir entre les deux, en fonction aussi de ce qui se passe au niveau, je dirais, de la scolarité des jeunes, de la scolarité, je dirais, des bacheliers et autres donc étudiants à la faculté, parce qu'ils vont devoir se déplacer, rentrer chez eux, éventuellement. Voilà. Donc il y a cette question-là. Maintenant, s'il y a un recours, si le recours est en première instance, c'est-à-dire celui qui a intenté le recours, donc en première instance, ça a été validé, il n'a pas fait appel donc de la décision. On pourrait toujours être dans cette logique du 14 jusqu'au 21. Et par contre, on peut pas savoir si il va faire appel, va pas faire appel, il va à la cassation, va pas à la cassation, donc. Et là, si ce recours épuise toutes les étapes, je dirais, juridictionnelles, on est obligé de faire l'élection, deuxième tour élection, le 28. Parce que nous avons une disposition constitutionnelle qui limite la tenue de l'élection présidentielle fin 2014. Fin 2014, exactement. Avant la fin 2014. Voilà. En tout cas, on doit bien le rappeler, depuis hier, l'ISI a ouvert, si on peut dire, les recours, et ça dure pendant 3 jours, donc s'étale sur 3 jours. Ça prend fin, je crois, demain. Donc hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, demain, après-demain. Ah, d'accord. Aujourd'hui, demain, après-demain. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez, Anis, nous donner votre lecture, vos impressions sur les résultats préliminaires déjà? C'était prévisible que, je dirais, les deux principaux candidats, que sont donc M. Bejirait Sebsi et Dr Monsouf El-Marzouki, soient donc, je dirais, les vainqueurs de ce premier tour. C'était prévisible parce que ils ont caracolé en tête du fait qu'ils aient un réservoir électoral derrière eux. Bon, la question maintenant a été, je dirais, tranché dès le départ, mais ce qui était très intéressant à savoir, et ce qui laisse un deuxième tour indécis, c'est l'écart. Oui. C'est l'écart entre les deux qui est de 6%. 6%, cela équivaut à presque 180-200 000 voix à peu près. 180-200 000 voix. La question maintenant est de savoir si Monsouf Marzouki trouvera un autre réservoir électoral plus que 1 million 100 000, ou est-ce que donc il va se limiter à ceci? Il va falloir donc attendre pour qui les autres candidats qui ont donc été de la bataille. Je parle de Hamma Hamami, je parle de Slim Riahi, vers qui ils vont souffler ou ils vont dire à leurs adhérents sympathisants donc de voter, même si ce n'est pas gagné, parce que chez Jabha Charbé, par exemple, on n'est pas dans la logique du cheptel. Oui, justement. Voilà, on n'est pas dans la logique du cheptel. Oui, c'est des révolutionnaires donc qui ont une idée bien particulière, mais attendons voir quand même la tendance générale à travers des conférences de presse qui vont être tenues par les dirigeants de ces partis-là pour décider qui soutenir pour le deuxième tour. Puisque tout à l'heure, Annie, c'est le sujet principal de notre émission, c'est la formation du nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que déjà les tendances
Hein, et les noms peut-être auxquels le parti vainqueur des législatives va faire appel, est-ce que cela aura un impact sur les votes du deuxième tour? S'il fait appel à il choisit des ministres d'un parti ou d'un autre, est-ce que on peut dire qu'il y aurait des... Donc vous êtes en train de demander si les alliances au niveau de l'Assemblée du gouvernement peuple, et au niveau donc de l'Assemblée justement des représentants du peuple servira à faire pencher la balance donc pour Sûrement que les tractations en coulisses ont commencé depuis belle lurette. On a parlé d'un rapprochement entre Nahda et l'idée Tunis, mais qui s'est avéré donc un peu, je dirais, caduque dans la mesure où pas mal de Nahdaouis sont allés voter pour Monsef Marzouki. Mais que fera le parti Nahda lors du deuxième tour? Est-ce qu'il va soutenir Monsef Marzouki? Il va pas soutenir Monsef Marzouki, indirectement soutenir Beji Raïd Sebsi. Ça, on le sait pas encore. Chose très importante à dire, que même du côté de Nahda, il y a une différenciation à faire entre ce que pense les organes donc du parti et la base. Oui. Parce que au lendemain des législatives, le parti Nahda a tenu une consultation dans ses différents bureaux, dans je pense 293 bureaux, 295 bureaux, donc tout à travers la République, et 95% des bases du parti Nahda soutenaient inconditionnellement donc Monsef Marzouki. Voilà. Oui. Maintenant, est-ce que le deuxième tour, comment ça va être? Dans ce cas-ci, la base est plus proche de Monsef Marzouki que de Beji Raïd Sebsi, mais toujours est-il que ça va être indécis jusqu'au bout, et c'est tant mieux pour la démocratie. Oui. Par contre, j'ai un appel. Oui, justement, pour terminer, pour clore, on va dire, cette parenthèse concernant les présidentielles. Exactement, j'ai un appel à lancer aux deux candidats à la présidentielle. Autant la concorde même de vitrine avait imprégné les Tunisiens jadis, autant la discorde dans la division semble les guetter pour un avenir incertain. Ce qui est par ailleurs le plus regrettable demeure que les lanceurs de venin ne sont autres que ceux qui sont censés calmer les ardeurs et faire baisser les tensions de leurs partisans parmi les Tunisiens. Beji Raïd Sebsi, Monsef Marzouki, qui remplissent à eux deux un réservoir électoral qui avoisine les 2 400 000 Tunisiens, s'invectivent mutuellement et ne ratent pas une occasion, que ce soit à l'étranger ou en Tunisie, pour se lancer les accusations les plus graves, creusant ainsi le fossé qui sépare les concitoyens d'un même pays. Messieurs, et ça c'est un appel à Afef, l'un de vous sera dans un mois élu président de la République tunisienne. Soyez-en dignes et élevez, je vous prie, le discours politique. Le Tunisien mérite mieux de ce que vous êtes en train de nous livrer et dire que vous n'êtes qu'au début de la confrontation politique. Voilà un appel, puisqu'on a remarqué depuis dimanche, d'ailleurs depuis l'annonce des résultats, la sortie des urnes, déjà... Il y a de part et d'autre. Oui, c'est franchement c'est indigne des Tunisiens que des candidats à la magistrature suprême ou leurs partisans d'ailleurs. Et forcément. Évidemment. Forcément, je dirais. C'est viral ce genre de comportement, et pour un président de la République qui est censé rassembler les Tunisiens et représenter les Tunisiens, être dans la logique de la division pour gagner des élections, je trouve que pour un militant des droits de l'homme, c'est, je dirais, terrible. Et puis, pour un vieux briscard de la politique, je pense aussi que ce n'est pas digne. Voilà. Donc, Enis, le sujet, pour aujourd'hui, je l'ai lancé tout à l'heure, donc pour les auditeurs et auditrices qui ont besoin de comprendre si le président de la République provisoire est habilité constitutionnellement à charger le président du parti vainqueur des législatives de former le gouvernement, toutes les réponses à ces questions auront bien lieu durant notre émission pour aujourd'hui. Et pour cela, on a le plaisir d'inviter deux éminents juristes. Chacun présente une interprétation différente de la Constitution. Monsieur Farhat Hocheni, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, et Monsieur Slim Larmeni, professeur à la faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis. Et c'est tout de suite.
Et donc c'est parti pour dans le vif du sujet, comme je l'ai déjà annoncé, comme on l'a déjà annoncé à Nice. Aujourd'hui, on parlera de la formation et surtout de l'habilité constitutionnelle à charger le président du parti vainqueur des législatives de former le gouvernement par le président provisoire. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous au téléphone Monsieur Slim Larmeni, professeur à la faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Bonjour. Et avec nous au studio, nous avons également l'immense plaisir d'avoir Monsieur Farhat Horcheni, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté, vous deux, notre invitation pour ce matin. Et la question qui se pose à Nice depuis un moment, est-ce que le président provisoire, est-ce que Monsef Marzouki a l'habilité, la compétence de charger, notamment BG Qaïd Sebsi, le parti vainqueur aux législatives, de former le gouvernement. Une question qui a été tranchée par le dialogue national. Donc tout à l'heure, on parlera des prérogatives du dialogue national. Si on a une constitution, on va pas l'appliquer. Donc tout à l'heure, on va parler de tout ça. La séance de dialogue national a décidé de valider la décision déjà prise le 31 octobre dernier, en vertu de laquelle le futur président de la République, issu du scrutin, chargera le parti vainqueur aux législatives de former le nouveau gouvernement. Donc on va attendre les résultats des présidentielles. Oui, mais avant d'attendre les résultats des présidentielles, la question est d'abord juridique, ensuite elle est politique, et c'est dans ce sens-là que j'ai le plaisir de recevoir Sislim et ici Farhat, ici présent avec nous. En fait, c'est très important aussi que les auditeurs comprennent ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a deux discours qui sont relayés aussi par deux catégories, je dirais, de juristes. Il y a ceux qui sont pour une interprétation de la Constitution, ceux qui sont pour ou sont d'accord pour dire que le président provisoire est chargé justement, au risque de me répéter, le président du parti qui a obtenu les plus grands sièges donc au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Et puis il y a ceux donc qui disent non, ce ne sont pas dans ces prérogatives-là, c'est au président élu qui aura la tâche. Et parmi ces juristes-là, Sislim Larmeni adopte la deuxième position, ainsi que d'autres. Sislim, si vous nous expliquez un peu votre interprétation de l'article 89, en fonction duquel vous avez distingué entre charger et composer le gouvernement. Et vous dites que charger le gouvernement est du ressort du président provisoire de la République, qui est candidat actuellement donc à la magistrature suprême. Bonjour Anis, bonjour Farhat. Bonjour Slim. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Alors, je pense qu'il nous faut préciser les termes de ce débat. Tout d'abord qu'il s'agit d'un problème d'interprétation. Tout à fait. Oui. Ce qui signifie que ce texte peut être compris de deux manières différentes, mais évidemment, s'il y a interprétation, il n'y a pas de vérité absolue. Et normalement, quand il y a un problème de ce type qui se pose en droit, on se tourne vers des instances juridiques compétentes pour trancher les problèmes d'interprétation. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, de telles instances n'existent pas. Le tribunal constitutionnel n'a pas encore été institué et l'instance provisoire pour le contrôle de la constitutionnalité des lois n'a pas cette compétence. Des projets de loi. Elle n'a que la compétence de juger de la constitutionnalité des projets de loi. On pourrait éventuellement penser au tribunal administratif, mais il faudrait qu'il se prononce par voie d'exception. C'est assez compliqué et je ne pense pas que ce soit faisable dans les limites de temps qui se présentent. Et je pense même, Sislim, que la Constitution l'interdit. Elle interdit, oui, de manière explicite que d'autres instances que le tribunal juge de la constitutionnalité des lois, mais là nous ne sommes pas dans la constitutionnalité d'une loi, nous sommes face à un acte pris par le chef de l'État provisoire, demandant au chef du parti vainqueur de désigner son candidat à la présidence du gouvernement. Donc il s'agit d'un acte administratif et là, à la limite, on pourrait penser que le tribunal pourrait se déclarer compétent. Bon, mais nous n'en sommes pas là. Alors, ce problème, d'où est-ce qu'il vient? D'où vient le problème de l'interprétation de l'article 89? Il vient en vérité
de 2 mots et peut-être de 3 qui figurent dans cet article 89. En effet, cet article 89 dispose que dans le délai d'une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections. Oui. Il ne précise pas de quelle élection il s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit des élections présidentielles ou des élections législatives. Et ensuite, il dispose que c'est le président de la République charge le candidat, etc. Et là aussi, on ne sait pas de quel président de la République il s'agit, puisqu'il n'est pas précisé, comme cela est le cas dans d'autres articles de la Constitution, qu'il s'agit du président de la République élu au suffrage universel. Donc, nous avons 2 types de dispositions relatives au président de la République dans la Constitution. Dans certains cas, on dit président de la République tout court, et dans d'autres, on précise qu'il s'agit du président élu, ce qui n'est pas le cas dans cet article 89. Ce qui crée l'ambiguïté, d'ailleurs. Voilà. Donc, l'ambiguïté a trait à cela, au mot élection et à l'expression président de la République. Troisième problème que pose cet article 89, vous l'avez peut-être entendu, on a dit comment est-ce que le président provisoire adresse cette lettre au chef du parti vainqueur alors que les résultats n'ont pas encore été publiés au journal officiel. Je pense que là aussi c'est un problème qu'on peut en vérité régler assez rapidement, puisque l'article 89 ne parle pas de publication des résultats définitifs, mais de proclamation des résultats définitifs. Or, ces résultats ont été proclamés, et à la suite de cette proclamation, le chef de l'État, le président provisoire, a envoyé cette lettre. Bien. Alors, quelle est ma vision des choses? Moi, je distingue entre, comme vous l'avez dit, entre 2 questions. Entre la question de la compétence du chef de l'État de charger le candidat du parti majoritaire de constituer un gouvernement. Et puis la question de la composition de ce gouvernement et de sa nomination effective. Alors, s'agissant de la première question, nous sommes dans le cadre de l'article 89, on le sait. Alors, cet article 89, d'abord, est-il en vigueur? Est-ce qu'il est entré en vigueur? Vous savez que la question de l'entrée en vigueur des dispositions de la Constitution est réglée par l'article 148 de la Constitution. Or, cet article 148 dispose que l'ensemble des dispositions relatives à la section gouvernement dans la Constitution, et l'article 89 est le premier article de cette section. L'ensemble des dispositions relatives à la section gouvernement entre en vigueur en vertu de l'article 148, paragraphe 1, après la proclamation des résultats définitifs des élections, et là cela est dit clairement, des élections législatives. Donc, article 148, excusez-moi, paragraphe 2, pas le paragraphe 1, dispose que la section dans laquelle se trouve l'article 89 entre en vigueur le jour de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives. C'est notre cas, donc. C'est notre cas. L'ISI vient de publier de façon définitive, donc, les élections, les résultats des élections, voilà, législatives. Ok. Bien. Alors, si l'article 148 parle des élections législatives, on voit mal l'article 89 parler d'autre chose que de ces élections-là, puisque précisément cet article 89 entre en vigueur après la proclamation des résultats des élections législatives. Il me semble donc, de ce point de vue, que l'article 89 concerne bien les élections législatives. Par ailleurs, indépendamment de cela, l'article 89, quel est son objet, quel est son but? C'est de charger le vainqueur, c'est de demander au vainqueur des élections législatives de charger un gouvernement. D'accord. Ce qui signifie que la question est bien relative aux élections législatives. C'est à ces 2 points de vue, je conclue simplement. À ces 2 points de vue, je pense que l'interprétation juste, c'est celle qui considère qu'il s'agit bien des élections législatif. D'accord. Merci Sislim Larmeni, restez avec nous. On va essayer d'écouter un autre son de cloche, une autre interprétation, donc qui est tout à fait aussi possible et légitime, celle avancée par le doyen Farhat El-Hawcheni. Si Farhat, vous avez une autre lecture
à laquelle donc vous faites référence par rapport donc à la disposition de cette Constitution, de cet article 89. Qu'en est-il réellement de cette interprétation? Je voudrais dire quelque chose je pense d'important, c'est que actuellement le débat n'est plus un débat juridique. Tout à fait, tout à fait. On reviendra au débat donc politique tout à l'heure. Oui. Donc la lecture de cette Constitution, l'interprétation de la Constitution, comme l'a dit Slim, donc mon ami Slim, ce n'est plus un débat constitutionnel, c'est un débat donc politique. Ça a été donc avant que le débat ne soit transféré, que la décision plutôt ne soit transférée au Coité, donc au Dialogue national. Le débat était un débat juridique. Maintenant, je pense que c'est une décision politique. Et je crains que les experts ou les juristes, lorsqu'ils donnent une donc interprétation, ne soient donc taxés de prendre le parti d'un parti ou d'un autre. Non, mais là, on est en train de parler d'une façon purement légale et légaliste. Voilà. Donc, alors, je rejoins mon ami Slim lorsqu'il dit que la Constitution donc permet les deux interprétations. Il n'y a pas une interprétation qui l'emporte sur l'autre. Mais il y a donc un sentiment, une impression, parce que la Constitution est ambiguë. Parce que l'article 89 dont on parle a été écrit avec une pensée, ou plutôt une arrière-pensée, que les élections législatives et présidentielles soient concomitantes. Ou que les présidentielles avancent par rapport donc aux législatives. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui fait que forcément il y a un problème. Forcément il y a un problème, et la Constitution, elle contient des dispositions contradictoires. Elle contient même des dispositions qui sont illogiques sur le plan juridique et je dirais même pas acceptables. Ce qu'a dit mon ami Slim est correct sur le plan juridique, il n'y a pas de doute. Mais on peut dire aussi autre chose. Je vous cite donc un seul argument. Alors, il est certain que il y a un doute d'abord sur le type d'élection qui sont prévus par l'article 89. L'article 148 qui concerne donc les dispositions transitoires, donc précise qu'il s'agit d'élections législatives. Soit. Mais quand on lit la première phrase de l'article 89, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le président provisoire participe, que donc le président de la République participe à la désignation du ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Donc c'est lui qui donne son avis. Alors supposons que le président provisoire actuel va participer à la désignation du ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Et que ce président provisoire ne soit pas élu. Vous imaginez un peu un gouvernement composé d'un ministre des Affaires étrangères et d'un ministre de la Défense qui n'a pas eu donc l'assentiment du président élu ou qui être élu. Donc supposons que donc M. Marzouk, c'est une hypothèse, donc participe à la désignation de ce gouvernement. Et que supposons aussi que M. Marzouk ne soit pas élu. Alors donc le président élu va fonctionner avec un gouvernement auquel a participé un président qui a été donc battu aux élections, et pourtant ce sont deux ministres, donc Affaires étrangères et Défense, qui ont été donc décidés en partie par ce président provisoire. Mais c'est Farhad, vous me dites, oui, allez-y. Je voudrais juste attirer votre attention par rapport donc à l'article 89. Il y a une disposition constitutionnelle qu'on ne peut pas, à mon sens, et je parle sous vos contrôles, messieurs, bien sûr, on ne peut pas dépasser cette disposition constitutionnelle selon laquelle le président de la République charge dans un délai de 1 semaine, donc le président donc du parti vainqueur des élections législatives, dans 1 semaine après
la publication ou après donc la déclaration des résultats définitifs. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces dispositions-là? Et c'est là toute l'ambiguïté qui découle de cet article-là. C'est-à-dire, si le président provisoire actuel, et là on n'est pas en train de personnaliser, là nous sommes en train de parler de façon, je dirais, légale, parce que, et j'attire juste l'attention par rapport à ça, ce sont les travers du sur-mesure. Lorsqu'on concote des dispositions sur mesure, on tombe dans, et malheureusement, la Troïka a fait du sur-mesure par rapport à cet article, et voilà où nous en sommes actuellement. C'est ça. Justement, c'est une question que je voudrais bien poser, Enis. Pourquoi l'article 89 n'a pas été rédigé aussi clairement que d'autres articles? Parce que il y a disons des arrière-pensées politiques. Oui, tout simplement. C'est du sur-mesure. Donc celui qui a fait l'article 48 donc pensait que donc les élections donc présidentielles et législatives soient concomitantes. Mais il y a aussi autre chose qui est importante, je pense, c'est que c'est une logique des choses, c'est que la petite constitution a été faite pour a été faite pour le président provisoire. J'explique la petite constitution, c'est la loi relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics qui gérait la partie de transition démocratique. Donc, voilà. Et donc la nouvelle constitution elle est faite pour le président et donc le président élu. Donc c'est normal que donc la nouvelle réglementation constitutionnelle est conçue pour un président élu nouveau et donc le président provisoire est régi par la petite constitution et c'est normal que cet article donc 89 logiquement ne soit pas conçu pour le président provisoire. Il est conçu pour un nouveau président. Il y a aussi autre chose, c'est que il y a donc une disposition dans la Constitution qui dit que la compétence de charger un gouvernement, qui est prévue par l'article 15 de la petite Constitution, prend fin avec donc l'élection du Parlement. Donc logiquement, on peut donc penser que tout cela prend fin donc précisément avec l'élection du Parlement. Nouveau Parlement. Oui. Sislim, je me retourne vers vous pour vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure d'une question à juste titre d'interprétation. Comment se fait-il qu'on n'a pas prévu des instances, je dirais, d'interprétation? Vous avez dit que la Cour constitutionnelle donc sera mise en place au plus tard dans une année à partir donc de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives. De deux, nous avons donc une instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi qui n'est pas compétente également. Moi, j'ai pensé à un élément et je vous pose la question au même titre qu'au doyen Horcheni. Pourquoi est-ce qu'on ne se réfère pas au tribunal administratif pour une consultation sur cette argumentation-là? Cela est possible. Cette voie n'est pas interdite. Le chef de l'État le chef de gouvernement plutôt, le président du gouvernement peut saisir le tribunal de cette question. Maintenant, est-ce que le tribunal se prononcera directement sur l'interprétation, ou plutôt sur l'interprétation, de ce texte à la lumière de la Constitution? La question reste posée. Est-ce qu'il se déclare incompétent ou pas? Mais si vous permettez, je voulais terminer mon raisonnement, parce que jusque-là, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, à mon sens, l'article 89 qui est entré en vigueur parle bien des élections législatives et quand il parle du président de la République, il parle du président de la République sans préciser, comme c'est le cas dans d'autres articles, qu'il s'agit du président élu. Ce qui signifie qu'il s'agit du président de la République qui est en place le jour J, c'est-à-dire le jour de 7 jours après les résultats définitifs législatifs. Ce qui veut dire que c'est l'actuel président provisoire. Bien. Maintenant, est-ce que cela est très grave? Est-ce que je me pose la question, ce débat, pourquoi? Quel est l'enjeu de ce débat? Il y a bien sûr un enjeu symbolique. Ça, il n'y a pas de doute. Qui est le chef de l'État qui va charger le candidat du parti vainqueur. Il y a des susceptibilités peut-être. Des animosités, oui. Voilà, cela n'est pas, à mon sens, en politique, cela ne doit pas jouer. Parce que
quand on y réfléchit, supposons que ce soit l'actuel président provisoire qui désigne, qui charge le candidat. Alors, il est obligé de charger le candidat du parti majoritaire. Il n'a pas le choix, sa compétence est liée. Ça sera peut-être même un mauvais quart d'heure pour lui que de désigner le candidat du parti dont le président est son compétiteur. Maintenant, ça s'arrête là. Une fois chargé de constituer le gouvernement, ce candidat va avoir 2 mois pour le faire. 2 mois. Ce qui nous mène nécessairement à une date postérieure à la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles. Ce qui signifie quoi? Que celui qui nommera les membres de ce gouvernement, une fois que ceux-ci auront la confiance du Parlement, eh bien, ça sera le résultat le président issu des élections présidentielles qui ont lieu. Et donc, sur le fond, je ne vois pas quel est le problème. Il suffit évidemment, et je pense que le parti majoritaire a déjà pensé au Premier ministre qu'il va désigner, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il va commencer à y réfléchir maintenant, qu'il peut utiliser cette semaine pour discuter avec ses partenaires et éventuellement les consulter, mais sur le fond, sur la nomination, eh bien, ce sera nécessairement le chef d'État issu des élections. Maintenant, sur cette question, et je rejoins sur le fait que cette constitution a été conçue pour des élections simultanées. Parce que regardez, l'article 89, celui-là qui entre en vigueur après les élections législatives, il charge le président de la République en vertu donc de cet article 89, de participer à la détermination de des politiques générales dans le domaine de la défense et de la sécurité et des affaires étrangères. D'accord? Et l'article 77, qui lui entre en vigueur, n'est-ce pas, après les élections présidentielles, le charge de désigner, en tout cas de participer à la désignation de ces 2 ministres, la défense et affaires étrangères. Pas la sécurité, pas le ministère de l'Intérieur. Donc on voit bien que cette constitution a été conçue parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un président détermine la politique générale et un autre désigne les ministres. Il a bien été conçu dans le sens d'élections simultanées. Mais là aussi, ça ne pose pas de problème, parce que de toute manière, le chef de l'État qui déterminera la politique étrangère et la politique de défense, eh bien, ça sera le chef de l'État élu au suffrage universel. Il aura 2 mois, je le redis, avant la fin des échéances pour la constitution du gouvernement. Oui. Je voudrais juste... J'aurais un troisième point qui me semble le plus important. Mais on y revient si vous voulez. D'accord. Je voudrais juste donc abonder dans le sens que vous êtes en train de mener, pour vous dire aussi que le doyen Fadel Moussa, il a présenté une autre lecture, je dirais, de cette question constitutionnelle, de cette ambiguïté constitutionnelle, en se référant à l'article 57. Et que nos auditeurs nous excusent pour la technicité, mais on est en train de réfléchir. Donc, je peux le lire en 2 secondes. Donc l'article 57, la première session de l'Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du président de l'Assemblée sortante. Donc ils ont bien précisé l'Assemblée. Exactement. Voilà. Et là, certains demandent ou certains donc disent pourquoi l'article 89 n'a pas été clairement écrit ou rédigé que l'article 57 pour donner la compétence, comme il l'a donné au président de l'Assemblée nationale constituante, donc de se retirer très doucement après avoir convoqué les nouveaux députés. Pourquoi il ne l'a pas fait par rapport au président de la République, ce qui aurait donc forcément levé cette ambiguïté-là.
Oui, l'argument est parfaitement réversible, parce que on peut également dire, mais pourquoi est-ce que cet article 89 n'a pas, à l'instar d'autres articles, précisé qu'il s'agit du président de la République et ceux des élections au suffrage universel. Il y a donc bien un problème d'interprétation. Tout à fait, tout à fait. Certains disent également que ce président qui a été désigné en fonction de l'organisation provisoire des pouvoirs publics ne peut pas exercer des compétences au titre de la nouvelle Constitution. Là, sur le plan théorique, sur le plan juridique, je précise, l'argument n'est pas recevable parce que rien n'empêche la Constitution d'attribuer des compétences à un chef d'État désigné en vertu d'un autre texte. Ça, sur le plan de théorie juridique, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'en viens à l'essentiel. J'en viens à l'essentiel, si vous permettez. Et c'est là où on va être tous d'accord, je pense. Enfin, moi et Farhat, en tout cas. Vous nous excluez, Sislim? Non, pas du tout. Parce que Farhat présente l'autre opinion. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes neutre dans ce débat. Tout à fait. Voilà, la question du dialogue national. Farhat disait tout à l'heure que la question n'est plus juridique, elle est politique. Elle est entre les mains du dialogue national. Moi, je dirais qu'elle est encore juridique. Il y a parmi les sources du droit constitutionnel ce que les constitutionnalistes appellent les conventions de la Constitution. Les conventions de la Constitution. Alors ça fait l'objet d'un ouvrage majeur publié en 1997 par un grand constitutionnaliste qui s'appelle Pierre Avril. Le titre c'est d'ailleurs les conventions de la Constitution. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et les exemples abondent dans le droit constitutionnel américain, canadien, français, allemand. Eh bien, la source du droit constitutionnel principal, c'est évidemment la Constitution. Mais il peut y avoir également ce qu'on appelle des conventions de la Constitution, c'est-à-dire des pratiques politiques qui font l'objet d'un accord entre les parties prenantes au débat politique et entre les partis politiques. S'il y a un accord de ce type-là sur l'interprétation de la Constitution, c'est-à-dire l'interprétation qui a été faite par le dialogue national, peut, à mon sens, correspondre à ce qu'on nomme une convention de la Constitution. Monsieur Slim Larmeni, excusez-moi de vous interrompre. Justement, je voudrais poser une question par rapport au Quartet, parce que moi, personnellement, en tant que juriste, je n'arrive pas à comprendre. Et là, ma question est vers le doyen Farhat Hosseini. Je reviendrai vers vous, Sislim. Quelle légitimité c'est Farhat au Quartet de transcender la Constitution, de l'interpréter à sa façon? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et comment, donc, on a fait une Constitution qui a coûté plus que 100 millions de dinars, et par la suite, on a des représentations donc syndicales, de patronales, avec tout le respect donc que je dois à ces représentations-là, qui nous ont fait sortir certes d'un marasme à un certain moment, mais est-ce que c'est réellement possible et légitime de transcender la Constitution en l'absence d'une interprétation faite par même un collège de juristes ad hoc? On aurait pu donc aller dans ce sens-là, créer. On a des éminents donc professeurs universitaires constitutionnalistes, deux sont présents parmi nous aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir créé une commission ad hoc pour interpréter la Constitution? Est-ce que la solution est purement politique, si vous Je dirais à vous après sur un point qui est donc en relation avec la question qui nous concerne. Mais pour répondre donc à votre question, je pense que ça ne me choque pas que le dialogue national joue un rôle important. Il a joué un rôle important dans la rédaction de la Constitution. Ça, il faut jamais l'oublier. Pas dans la rédaction, à faire converger les points de vue. Moi, je dirais dans la rédaction. Parce que donc il y avait un cadre donc formel à l'époque qui était l'Assemblée constituante. Et l'Assemblée constituante n'a pas su, en raison des problèmes et des divergences politiques, donc résoudre certaines questions donc épineuses et qui risquent de poser un problème de fitna dans le pays. Les discordes. Et le dialogue national, je dirais donc en particulier le GTT,
a joué un rôle, donc leur politique est très important pour rapprocher des points de vue et pour aboutir à un accord. C'est pas la même chose. En l'absence d'instances formelles comme une cour constitutionnelle pour résoudre ce genre de questions, je pense que c'est tout à fait positif. Et donc je soutiens donc entièrement ces mécanismes, si vous voulez, que il y a donc un cadre informel, appelez-le comme vous voulez, mais qui intervient pour régler donc moi je dirais une petite crise politique, donc constitutionnelle. C'est pas un problème, ça me choque pas, parce que la Tunisie est habituée à ce genre de choses, donc au cadre informel. Je vous le dirai, dans la rédaction de certains articles de la Constitution, le dialogue national a joué un rôle important, parce que c'est le reflet de la société civile. Sislim, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le doyen Farhat Hawcheni par rapport à cette légitimité donc de transcender la Constitution par le quartet et par le dialogue national? Oui, absolument. Je suis parfaitement d'accord avec Farhat. Moi, je pense, pour que les choses soient claires, il y a bien deux interprétations possibles. Moi, j'en soutiens une, mais je ne dis pas que c'est la vérité absolue. C'est une des deux interprétations. Or, il n'y a aucun organe habilité à interpréter la Constitution par un texte formel. Il y a par contre un organe, et c'est pas uniquement le quartet, c'est le quartet, c'est-à-dire société civile, plus les partis politiques, et les partis politiques les plus représentatifs, y compris Naga et y compris les Tunis. Il est vrai que le Congrès pour la République n'y est pas, cela est vrai, il en est sorti, mais cette instance qui s'appelle le dialogue national, qui contient donc les parties prenantes à la vie politique en Tunisie, eh bien peut être considérée comme un acteur légitime, évidemment, et compétente, je dirais, mais de manière informelle, compétente pour établir, je redis le concept qui me semble important, pour établir des conventions de la Constitution, c'est-à-dire des accords, conventions, des accords relatifs à l'interprétation de la Constitution. Et cet accord, c'est ce consensus qui s'est dégagé dans le dialogue national pour interpréter la Constitution sur cette question, ce consensus peut être assimilé à une règle juridique. Je dis bien à une règle juridique. On peut considérer que ce consensus est une interprétation de la Constitution acceptée et suivie par les acteurs politiques et les partis politiques. Ce consensus constitue une convention de la Constitution, c'est-à-dire une règle de droit. Une règle de droit. Il est vrai que nous n'avons pas la tradition en Tunisie des conventions de la Constitution, mais on n'a pas beaucoup de tradition constitutionnelle. Tout à fait. Mais je pense qu'on peut se fonder sur cette idée pour considérer que la position du dialogue national, ce n'est pas seulement une position politique, elle a même le caractère d'une règle juridique informelle. Ce n'est pas une coutume, c'est une pratique, mais une pratique acceptée et reconnue par l'essentiel des partis politiques, enfin par tous, sauf un. Par tous, sauf un. Comme quoi, Monsieur Slim l'Arménie, donc, je dirais, le consensus transcende le droit. Voilà. Le consensus ne transcende pas, au sens précis du terme, il permet d'interpréter. C'est-à-dire de déterminer le sens d'une disposition ambiguë. Pas dans le sens que moi je considère être le bon, mais ça importe peu. Il a tranché. Revenir sur ce consensus pose effectivement un problème. Et pas seulement un problème politique. Merci, c'est également un problème juridique. Merci Sislim. On va laisser le dernier mot au doyen Farhat Hawcheni. Oui, il me semble que dans cette affaire, les juristes bon, bien sûr, ils ont des points de vue techniques, comme on dit, donc une expertise technique, mais je persiste à dire que le débat est devenu politique et que les juristes ne doivent plus insister sur le débat, à mon avis. Il faut laisser le débat national donc dire son mot. Il a dit son mot, il a tranché, parce que il y a problème il y a les textes sont mal rédigés. C'est le constat, à mon avis, je pense important et qu'il faut dire. Je vous cite un seul exemple, Sianis. L'article 148, par exemple.
dans la phrase 1 de cet article, elle dit que l'article 15 de la petite constitution, qui est relative à la compétence de charger de désigner donc le président provisoire, elle prend fin après l'élection du Parlement. Donc, on peut s'appuyer sur cet argument pour dire que le président de la République n'a plus de compétences pour charger quoi que ce soit. Et donc, vous voyez que les juristes peuvent avoir des interprétations différentes parce que le texte le permet. Parce que, oui. C'est l'ambiguïté. Là, nous sommes d'accord. Sur un point, c'est l'ambiguïté du texte. Oui. Et là, je pense, il est bon que le dialogue national mette fin à cette question et que surtout le président provisoire, Dr Marzouk, accepte cela. Ça, c'est important, je pense, et je pense qu'il va l'accepter. Oui, voilà. On remercie nos invités pour aujourd'hui. Merci, professeur Slim Larmeni, professeur à la faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis. Également, on remercie le doyen Farhat Horcheni, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Merci à vous. Un sujet à suivre à Nice parce que je crois il va y avoir d'autres articles qui vont créer des polémiques au niveau. Certainement. Voilà. Et que Dieu en vienne donc en aide aux futurs juges constitutionnels. Ça ne va pas être facile pour eux. Merci Sislim, merci Farhat et à très bientôt. On se retrouve à Nice évidemment mercredi prochain dans le vif du sujet avec un autre sujet. Et sinon, je remercie infiniment Hani Ben Maalem pour la coordination et Fé Bouzeïda pour sa collaboration technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, encore une fois, à partir de 6h dans un autre numéro de votre Réveil Malin. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée et demain.